Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette cinquième épisode de la série des webinaires Télétravail, pourquoi et comment. Aujourd'hui, notre thème principal, c'est le management à distance. Et pour cela, nous avons invité Claire Baudin, qui est responsable de l'unité facteurs humains et promotion de la santé à notre institution partenaire de ce webinaire Unisanté. Les autres organisations qui ont participé à l'organisation de ces séries de webinaires sont la SOUVA, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, ainsi que SwissMem. Vous êtes, autant que participant, vous avez la possibilité de communiquer avec nous, même si on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, c'est-à-dire vous n'avez pas le son et la vidéo, mais vous avez la possibilité de communiquer dans plusieurs façons. Une des plus simples, c'est d'utiliser la chat. Puis, vous pouvez aussi lever la main. Vous avez dans la barre d'outils que vous avez au fond de votre écran une barre d'outils avec des petits signes, d'entre autres la possibilité de lever la main. Et juste pour être sûr que la chat, elle marche, on va faire un petit exercice. Je vous remercie d'écrire le code postal de votre entreprise, de l'organisation où vous travaillez dans le chat. Comme ça, on voit si vous arrivez à l'utiliser et bien si ça marche bien. Je vois que ça marche. Il y a pas mal déjà des codes postales qui rentrent. Donc, merci beaucoup de faire ce petit exercice avec nous. Alors, nous sommes en plein milieu de cette série de webinaires. C'est une série qui a commencé avec un webinaire introductif le 30 juin. Et puis, il y a eu trois épisodes avant la pause automnale des vacances scolaires. Et là, on commence la deuxième partie avec ce webinaire d'aujourd'hui. Il y en a encore deux autres qui vont suivre. Pour celles et ceux qui sont intéressés à avoir un petit aperçu et qui n'avaient pas suivi les premiers 4 webinaires, vous pouvez aller voir sur le site promotionsanté.ch/webinaire-télétravail. Là, vous trouverez l'enregistrement ainsi que les présentations des webinaires qui ont déjà été conduites. Et puis, à partir du webinaire du 9 septembre, vous avez aussi 3 messages clés et 3 courtes vidéos pour vous permettre vraiment de capter un peu l'essence des messages qui ont été passés. L'idée d'accourcir un petit peu le temps avec les messages clés et les vidéos courtes, c'est parce qu'on est en train de passer beaucoup du temps devant les écrans et je pense que de pouvoir vraiment avoir un résumé, c'est quelque chose qui peut être utile pour passer un peu moins de temps devant les écrans et un peu plus de temps pour sa santé en faisant du sport ou bien en gardant le contact avec son équipe ou d'autres relations sociales. Alors, pourquoi ce webinaire sur le télétravail et surtout sur comment mettre en œuvre un télétravail dans votre organisation, dans votre entreprise, tout en respectant la santé? La Fondation Promotion Santé Suisse, elle relève annuellement des indicateurs depuis 2014 qui mettent en évidence les conséquences du stress au travail. Et les résultats de l'enquête de cette année, de 2020, montrent qu'un tiers des employés se trouvent dans la zone critique. On a un 30%, vous voyez, dans la zone rouge, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont plus de contraintes que des ressources et ainsi sont dans une situation de stress. Et presque la moitié, plus de 45%, est dans une zone sensible, c'est-à-dire ont juste assez de ressources pour pouvoir gérer les contraintes. Alors,
En étant notre fondation a le but la mission d'initier, de coordonner, d'évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et prévenir les maladies. Dans ce cadre, nous avons voulu proposer à vous, à votre entreprise, à votre organisation, de pouvoir vraiment mettre en œuvre cette nouvelle forme de travail flexible tout en respectant la santé de vos employés. Cela s'est fait, par exemple, par le biais de cette série de webinaires, mais je vous invite aussi à aller sur notre site et voir tout l'éventail des projets, programmes, mesures, outils que nous vous offrons pour vraiment commencer à réfléchir sur une bonne gestion de la santé dans votre entreprise. En particulier, il y a une brochure que vous voyez indiquée ici sur le slide, vous accompagne, vous explique vraiment de l'A à la Z une gestion de la santé en entreprise. C'est pour vous donner vraiment un bon premier aperçu de qu'est-ce que c'est la gestion de la santé en entreprise. Avant de passer la parole à Claire, je vous invite à répondre à 2 questions. Et le but, c'est pas seulement de vous activer, de vous faire comprendre que vous êtes aussi là, que vous pouvez aussi contribuer à ce webinaire, mais c'est aussi pour savoir quels sont vos besoins, comment mieux cibler nos outils, nos projets à vos besoins. Donc, je vous invite à répondre au questionnaire qui s'est affiché. Je vous laisse quelques instants de temps pour le faire, puisque les réponses sont 2, mais il y a plusieurs... Les questions sont 2, mais il y a plusieurs réponses. Merci aussi pour celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans la réponse, comme je vois d'avoir répondu dans le chat. Et puis, je dirais, on peut terminer le questionnaire. Et puis, il y a des réponses qui sont affichées. Donc, on voit qu'il y a vraiment un bon mix de la grandeur des entreprises. Et puis, je vais fermer moi aussi. Je passe la parole maintenant à Claire Baudouin, qui va nous parler du manager à distance et en santé. À toi la parole, Claire. Bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez tous bien et me voyez tous. Je suis ravie de donner en tout cas cette présentation aujourd'hui, qui est une présentation donc axée sur le manager, qui est une fonction qui rencontre des besoins spécifiques dans le cadre du travail à distance. Des besoins spécifiques parce que le travail à distance nécessite certaines adaptations pour pouvoir continuer à piloter l'activité à distance, pour pouvoir continuer à renforcer les liens entre les membres de l'équipe, mais aussi pour prévenir les risques liés au télétravail. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas revenir sur les risques et les enjeux liés au télétravail, car ils ont déjà été abordés lors des précédents webinaires. Si vous ne les avez pas visionnés, je vous invite à le faire, car ils sont vraiment complémentaires avec cette présentation. Alors, je le disais, il y a des adaptations à faire dans le cadre du télétravail pour le manager. Pour autant, son rôle reste le même, qu'il soit en télétravail ou pas, ou que son équipe soit en télétravail ou pas. Son rôle reste toujours d'accompagner, de soutenir et d'évaluer le travail des collaborateurs.
L'idée que j'ai envie de partager à travers cette présentation, c'est plutôt d'essayer de voir le télétravail comme une opportunité pour repenser sa manière de manager en renforçant les notions liées à la notion de confiance, de bienveillance et de responsabilisation des collaborateurs. Donc, à travers cette courte présentation, je vais essayer de partager des bonnes pratiques issues de références en santé au travail, en management et de ma propre pratique professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai autant que possible d'y répondre pendant mon intervention. Et sinon, comme le disait Isabelle, on prendra quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de répondre à deux grandes questions. Comment se protéger des risques liés au télétravail en tant que manager et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour gérer une équipe en télétravail. Alors, la première idée que j'ai envie de vous partager, c'est déjà comment, en tant que manager, on peut se protéger. L'idée, c'est vraiment que le manager puisse se protéger ou se préparer en priorité. Alors, il ne faut pas y voir ici de l'égoïsme, mais plutôt une mesure qui va permettre au manager de se sentir pleinement disponible pour son équipe. Alors, j'aime bien, pour illustrer ce concept, reprendre des consignes de sécurité qu'on nous donne quand on prend l'avion, où on nous explique que les adultes doivent en priorité mettre le masque à oxygène pour pouvoir venir en aide aux enfants ou aux personnes les plus vulnérables. Ici, c'est un petit peu la même chose. L'idée, c'est que le manager puisse se protéger en priorité pour pouvoir être pleinement disponible et soutenir ses collaborateurs. Le risque, si cela n'est pas fait, c'est que le manager se retrouve lui-même en difficulté et qu'il ne puisse donc plus assurer son rôle et être un relais, un soutien pour son équipe. Alors, comment se protéger en tant que manager? Le premier élément qui est important, c'est déjà de connaître les risques et les enjeux liés au télétravail. Alors, comme je le disais en introduction, je ne vais pas revenir sur ces notions dans ce webinaire, car ils ont déjà été traités auparavant. Par contre, je pense que c'est important de rappeler que pour le manager, c'est important de connaître ces risques et ces enjeux pour pouvoir plus facilement les appréhender et ainsi mettre en place ou adapter son organisation en fonction du télétravail, des composantes du télétravail. Ensuite, il peut être intéressant de mettre en place 4 principes fondamentaux. Alors, ces 4 principes fondamentaux, ils ne sont pas forcément innovants et originaux, dans le sens où ce sont des principes qu'on donne dans le cadre des formations en management à tout nouveau manager, où on va reparler des notions de priorisation, de planification, diminution des interruptions, maîtrise des imprévus. Mais justement, je pense que là, c'est l'occasion de revenir sur des choses qui sont simples, sur les bases un peu du management, pour avoir une bonne base pour gérer son équipe à distance. Donc, on va en voir un petit peu ces 4 principes fondamentaux un peu plus en détail. Donc, le premier principe, c'est de prioriser et de planifier les tâches. Donc, ici, il peut être intéressant déjà, dans un premier temps, d'essayer de clarifier les demandes en utilisant, par exemple, un outil qui est largement connu des managers, l'outil SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est un outil que le manager utilise souvent avec ses collaborateurs pour définir des objectifs, mais c'est un outil qui peut aussi être utilisé par le manager avec son propre responsable pour s'assurer que les demandes qui sont faites par le responsable font sens pour le manager, que les délais soient réalisables, réalistes, et que les missions puissent être, en tout cas répondre aux missions même du manager et de l'équipe, de l'activité de l'équipe. Donc, une fois cette clarification faite, ça va être plus simple pour vous de traiter ces différentes tâches et du coup de les prioriser. Donc, pour les prioriser, excusez-moi, le manager peut utiliser cette matrice qui est aussi connue des managers, qui est la matrice Eisenhower, le but de cette matrice est de prioriser selon le degré d'urgence et d'importance de la tâche. L'idée étant qu'il faut traiter les tâches urgentes et importantes le plus rapidement possible, et les tâches non urgentes et non importantes seront plutôt à éliminer ou à déléguer. Donc après, ça sera au manager de définir qu'est-ce qui est urgent et important, donner une définition sous ces mots-là en tout cas.
L'idée, ça va être aussi d'essayer autant que possible de prioriser plutôt de manière logique, c'est-à-dire selon ce qu'on vous demande de faire ou selon vos missions principales, et non pas de prioriser de manière émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas prioriser les tâches que vos collègues vous demandent de faire parce que vous avez plaisir à leur rendre service. Et plutôt vous recentrer sur les missions premières pour vous et votre équipe, parce qu'on peut vite se laisser déborder par des tâches un peu annexes. Après, il ne faut pas non plus se priver des choses que vous aimez bien faire et de vous empêcher de rendre service aux collègues. C'est plus d'essayer d'avoir ça en tête et de trouver un juste milieu entre les deux pour ne pas se laisser déborder. Ensuite, ce que vous pouvez faire et mettre en place, c'est planifier le travail et surtout les pauses. Planifier le travail, en général, on le fait et on sait le faire. Planifier les pauses, quand on a une charge de travail qui est déjà relativement importante, des fois, on oublie et on se retrouve en fin de journée assez épuisé sans avoir pu prendre malheureusement de pause. Et on sait pour autant que les pauses sont importantes pour se ressourcer, prendre le recul sur le travail et revenir avec plus d'énergie au sein de votre activité. Donc l'idée ici qui peut être mise en place, c'est vraiment planifier en amont vos pauses. Moi, par exemple, je planifie mes pauses déjeuner, je planifie aussi mes activités sportives pour aller courir ou aller à la salle de sport, par exemple. Et je me planifie aussi 2 fois par semaine, 2 fois 30 minutes, des temps pour moi, que j'appelle vraiment temps pour moi. Et c'est des temps que je mets à profit, soit pour lire, appeler une amie, aller marcher, faire un exercice de méditation. Et c'est des petits temps courts qui me permettent vraiment de me ressourcer et de revenir dans mon activité plus reposée et ressourcée. Le deuxième principe, donc, c'est la diminution des interruptions. Alors ici, ce qui peut être mis en place, c'est déjà de vous installer dans une pièce calme. Alors que vous soyez en présentiel à votre bureau ou à la maison, l'idée, c'est vraiment, quand vous, en tout cas, vous réalisez une activité qui demande de la concentration, de vous isoler dans une pièce calme. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser des écouteurs ou un casque pour vous isoler des bruits environnements et vous pouvez même éventuellement écouter de la musique pour vous aider à vous concentrer, à justement ne plus être concentré sur les bruits environnants. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez également essayer de fixer des plages horaires pour traiter vos mails et les diverses notifications qu'on reçoit. Alors voilà, ce sont les mails ou les notifications sur votre téléphone, par exemple. Et pour éviter d'être dérangé ou perturbé sans cesse par ces notifications qui arrivent à tout va à longueur de journée, c'est plutôt de vous fixer des créneaux horaires pour aller les consulter. Moi, par exemple, je consulte mes mails en tout début de journée, le matin quand j'arrive, je commence ma journée de travail, en fin de matinée, puis en fin de journée. Donc, ça permet de limiter les perturbations. Ensuite, vous pouvez aussi essayer de bloquer des plages horaires où vous êtes joignable ou à l'inverse injoignable. Si par exemple, vous avez besoin de vous concentrer pendant 2 heures pour avancer sur un dossier, bloquez-vous cette plage horaire, informez vos collègues et votre responsable que vous n'êtes pas joignable. Et pour cela, vous pouvez, ce qui est intéressant de faire, c'est de bien le notifier dans votre agenda Outlook ou sur le chat en ligne que vous utilisez par exemple au sein de votre entreprise. Dernière chose qui peut être mise en place aussi pour limiter les interruptions, c'est d'essayer de définir des règles relatives aux canaux de communication. Alors, avec votre responsable et votre équipe, idéalement, ou par exemple, vous allez définir que pour toutes les demandes urgentes, alors là encore, il sera intéressant de définir ce qu'est une demande urgente, mais toutes les demandes urgentes pourraient être traitées par téléphone. Les demandes ou les demandes très rapides où il y a besoin d'une certaine réactivité pourront être par exemple traitées via un chat en ligne, et les demandes ou les informations qui ne sont pas urgentes, qui peuvent être traitées sous 1 jour, 2 jours, voire plusieurs jours, pourraient être par exemple traitées par email. Troisième principe, essayez autant que possible de maîtriser les imprévus. La première chose que j'avais envie de partager ici, c'est que déjà les imprévus, ils font partie du travail. C'est important de se dire ça et de l'accepter, car déjà en partant de cette base-là, ça va être plus facile de les anticiper. Alors, si les imprévus, par définition, ne sont pas prévisibles, on peut pour autant essayer de prévoir du temps pour les traiter.
Donc là, ici, ce qui est souvent conseillé, c'est de se bloquer 30% de son temps de travail pour gérer les imprévus. Alors 30% du temps de travail, c'est beaucoup. Moi, personnellement, je n'arrive pas à me bloquer ce 30%-là, mais ce que j'ai mis en pratique, c'est de me bloquer une demi-journée tous les 15 jours. Et cette plage horaire s'appelle « Ne rien mettre ». Et c'est en général une demi-journée qui me permet de traiter des imprévus ou, au meilleur des cas, de traiter des dossiers sur lesquels j'ai pris du retard ou d'être plus disponible pour répondre aux questions des collaborateurs ou des collègues en fonction des besoins. Vous pouvez également essayer de prévoir des temps de transition entre chacune de vos activités ou entre chaque visioconférence, par exemple, se garder 5 à 10 minutes, alors déjà pour souffler, prendre 2 minutes de pause, mais c'est aussi un temps qui va vous permettre de prendre un coup de téléphone, rappeler un client ou un collègue de travail pour lui faire un retour sur une demande éventuellement qui a été urgente. Essayez autant que possible de ne pas culpabiliser. On sait que dans ces circonstances, notamment en période de Covid et de télétravail, où ça reste encore nouveau et en mouvance, vous faites de votre mieux. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas réussir à traiter toutes les demandes et tous les imprévus. Si déjà vous arrivez à mettre en place quelques-unes des bonnes pratiques, c'est déjà très bien et ça vous permettra quand même une certaine organisation et d'être un petit peu plus soulagé. Dernier principe, et je pense que c'est le principe le plus important dans le sens où il est peut-être parfois oublié, ne pas hésiter en tant que manager à demander du soutien et de l'aide. Essayez de demander ce soutien de manière proactive, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment pour obtenir un certain soutien. Vous n'êtes sûrement pas le seul à rencontrer des difficultés, donc les partager seront peut-être aussi utiles alors pour vous, mais aussi vos collègues. Essayez de vous confier, demander de l'aide auprès de vos collègues de travail, auprès des autres managers qui ont certainement aussi des retours à vous faire, des astuces à vous partager. Vous pouvez également informer votre hiérarchie des changements, par exemple, relatifs à votre charge de travail, ou en tout cas essayer d'être transparent sur les difficultés que vous rencontrez. Tout ce que vous allez lui partager, ça va lui donner des éléments pour pouvoir vous apporter aussi un soutien et des actions correctives pour vous aider dans votre quotidien. Si toutefois, vous n'êtes pas à l'aise pour discuter de vos difficultés à l'interne de l'entreprise, vous pouvez aussi faire appel à un dispositif de soutien externe. Alors, ça peut être vos proches, ça peut être vos amis, votre famille, ou alors, si au sein de votre entreprise, ce système existe, il peut y avoir des dispositifs externes spécifiques, comme par exemple des personnes de confiance qui peuvent être un bon relais aussi pour discuter des éventuelles difficultés. Alors, avant de passer à la deuxième partie de la présentation, on avait envie de vous reposer deux autres questions. Déjà, de connaître votre fonction. Est-ce que vous êtes manager ou collaborateur? Et combien de temps par semaine travaillez-vous en moyenne depuis la maison? Donc, les questions vont s'afficher. Donc, je vous laisse quelques instants pour y répondre et puis on regardera ensemble les réponses. Voilà, je vous laisse encore quelques instants. Et puis, on va pouvoir regarder les questions, les réponses. Super. Alors, on voit qu'il y a une petite majorité de managers, donc ce qui est bien puisque c'était vraiment la cible de ce webinaire. Toutefois, si vous êtes collaborateur, alors on n'a pas connaissance de votre fonction exacte, mais vous êtes peut-être représentant des collaborateurs, vous avez peut-être une fonction RH ou responsable santé-sécurité. Dans ce cas-là, les messages qui sont partagés aujourd'hui peuvent aussi être utiles pour le relayer après à l'interne de vos entreprises. Et combien de temps par semaine travaillez-vous en moyenne? Là aussi, c'est assez varié. Alors, on voit que tout le monde fait du télétravail dans le contexte actuel. Et puis, on a voilà, une jolie représentativité aussi du nombre de jours. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et puis, on va pouvoir maintenant passer donc, à la deuxième partie
où là, je vais essayer donc de vous partager des bonnes pratiques pour gérer une équipe à distance. Ces bonnes pratiques, elles sont basées sur 4 grandes dimensions. Alors, il y en aurait d'autres. J'en partage 4 qui me semblaient principales à exposer aujourd'hui. On va aborder les notions de confiance et bienveillance, d'activité et d'objectif, de régulation de la charge de travail et de coopération et de collectif. Alors, si on regarde la première dimension, qui est la confiance et la bienveillance, qui pour moi, c'est vraiment, ces notions-là sont vraiment la clé de voûte du télétravail, dans le sens où c'est ce qui va permettre d'instaurer ou de souder en tout cas une équipe et de garder la motivation et la performance au sein de l'équipe. Là, au niveau des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place pour favoriser cette confiance et bienveillance, c'est déjà de ne pas hésiter à déléguer les tâches. Comme on l'a vu dans les premiers principes fondamentaux au début du webinaire, le fait de déléguer les tâches, alors ça va déjà vous permettre de vous soulager, de vous recentrer sur vos tâches prioritaires, mais ça va aussi permettre de valoriser et de pouvoir de développer les compétences de vos collaborateurs. Vous pouvez également essayer de ne pas surcontrôler l'activité. Ça, c'est des fois une dérive qui est faite dans le cadre du télétravail. L'idée ici, c'est de trouver un juste milieu entre ne pas être trop absent ou trop présent. Et là, ce qui sera important, c'est de définir du coup, non pas le contrôle, mais le soutien nécessaire propre à chacun de vos collaborateurs en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Vous pouvez aussi essayer de garder en tête de ne pas, en tout cas, d'essayer de garantir le droit à l'erreur. On sait que le télétravail, donc il va demander automatiquement plus de responsabilités pour vos collaborateurs, et le travail à distance complique aussi un peu la communication. La communication qui se fait à distance ou en tout cas peut créer des malentendus ou des interprétations. Donc forcément, de ce fait-là, le risque d'erreur va être plus important. Donc c'est juste essayer d'accepter le fait déjà que l'erreur est humaine et que dans un contexte de télétravail, elle l'est d'autant plus. Deuxième dimension, définition des activités et des objectifs. Ici, les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place, c'est déjà de lister les activités télétravaillables. Donc ça, c'est une pratique qui est régulièrement mise en place. Le but, c'est vraiment de lister avec votre collaborateur ce qui peut être fait en télétravail, comment, avec qui et avec quels outils. Donc ça permet de clarifier vraiment le travail qui peut être effectué depuis la maison ou un tiers-lieu. Alors, tac, je vois que j'ai perdu la main. Je vais essayer de retrouver pour passer au point suivant. Voilà. Un conseil également qui est important, qui est une pratique managériale qui est de plus en plus connue et mise en pratique, c'est d'essayer d'appliquer un management par objectif. Le management par objectif, c'est un management qui est plutôt ciblé sur le résultat et non plus sur les indicateurs de performance ou de réussite. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de se centrer sur le résultat et de laisser plus de marge de manœuvre sur le comment, c'est-à-dire plus de marge de manœuvre sur comment comment le collaborateur va réaliser la tâche pour atteindre l'objectif. C'est souvent une pratique qui permet de développer aussi la créativité du collaborateur et c'est important de venir valoriser sa touche personnelle dans ce cadre-là. Et essayer, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit aussi en introduction avec les objectifs SMART, essayer de donner du sens aux activités. Plus l'objectif ou le résultat final sera discuté et anticipé avec le collaborateur, plus il y aura de sens donné dans les tâches réalisées par les collaborateurs. Du coup, l'implication et la motivation sera nécessairement plus importante. Troisième dimension, la régulation de la charge de travail. Et ça, je pense que c'est aussi une des dimensions qui est extrêmement importante. L'idée ici, c'est de comprendre la différence entre charge prescrite, charge réelle et charge subjective. Alors, ces trois notions-là, elles sont issues de l'ergonomie de l'activité qui différencie le travail prescrit du travail réel. Pour illustrer ces éléments-là, j'ai essayé de prendre un exemple concret. Donc, la charge prescrite, c'est vraiment ce qu'on demande de faire aux collaborateurs.
c'est les outils qu'il utilise, c'est la tâche que vous lui demandez de faire. Donc, par exemple, la tâche que vous lui demandez de faire, ça va être préparer une présentation pour un client. Vous allez fixer un délai, 1 semaine avant le rendez-vous client, par exemple. Et puis, les moyens qui sont mis à disposition, c'est, par exemple, tout simplement un ordinateur et un support PowerPoint. La charge réelle du collaborateur, ça va être comment il a réellement vécu et qu'est-ce qu'il a réellement mis en œuvre pour réaliser la tâche qui lui a été demandée. Dans l'exemple, ça va être par exemple que le collaborateur a réalisé des heures supplémentaires pour donc préparer cette présentation client du fait d'un afflux important de nouvelles demandes clients et parce qu'il a aussi rencontré des problèmes de connexion Internet. La charge réelle, c'est aussi qu'il a constaté qu'il y avait une entrée difficile avec le support administratif. Où, en général, en présentiel, c'est assez réactif et fluide. Il y a un certain processus qui est mis en œuvre qui, en télétravail, fonctionne moins bien et qui a nécessité des délais, en tout cas qui a engendré des délais plus longs qu'habituellement. La charge subjective, ça va être ce que ressent négativement ou positivement le collaborateur. Par exemple, là, le collaborateur qui avait cette tâche à réaliser avait un réel intérêt porté sur le travail demandé. Il était plutôt motivé pour réaliser la tâche. Donc ça, c'est le côté plutôt positif. Mais son ressenti, ça va être qu'il a réalisé des heures supplémentaires, ce qui a déséquilibré sa vie personnelle et déséquilibré où il y a eu moins de temps pour dédier à sa vie de famille, par exemple. Ce qui a entraîné un état de stress ou un état anxiogène. Pour le manager, prendre connaissance de ces différents éléments reste assez intéressant et important parce que c'est ce qui va permettre de bien comprendre ce qui se joue au niveau du collaborateur, qu'est-ce qu'il a réellement rencontré comme difficulté et de revenir à l'origine de ces difficultés pour pouvoir apporter un soutien adapté et des solutions d'amélioration. Bon, là, dans ce cas précis, on pourra par exemple re-questionner le système informatique. Voilà, est-ce que ça vient, les connexions Internet, est-ce que ça vient de l'ordinateur, est-ce que ça vient de la connexion Wi-Fi à la maison? Est-ce qu'il faut un soutien administratif différent, supplémentaire? Voilà, c'est toutes des questions qui seront intéressantes à se poser pour apporter des ajustements. Et au niveau des bonnes pratiques sur cette dimension-là qui peuvent être mises en œuvre, alors elles peuvent être faites en 3 temps. Dans un premier temps, on peut essayer pour les notions de planification et d'anticipation, essayer de prévoir des temps d'équipe hebdomadaires et journaliers en transmettant des informations précises, claires et transparentes. Comme je le disais tout à l'heure, plus les objectifs sont clairs et précis, plus ça sera simple pour vos collaborateurs déjà de s'identifier à la tâche et de la réaliser. Vous pouvez également essayer de travailler en temps court pour pouvoir faire des suivis réguliers et du coup réajuster de manière régulière. Vous pouvez également établir un tableau de bord des actions et des tâches en cours. Alors ça, c'est en général quelque chose qui est automatiquement mis en œuvre au-delà du cadre du télétravail. Là, dans le cas du télétravail, ce qui peut être intéressant, d'ailleurs dans le cas du télétravail ou pas, ça sera utile dans tous les cas, c'est si par exemple dans votre liste d'avancement des tâches, vous voyez qu'il y a beaucoup de retard, eh bien ces notions de retard peuvent être un réel indicateur à prendre en compte qui va vous permettre de vous questionner en disant, voilà, il y a des retards, pourquoi? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements particuliers? Quels sont ces dysfonctionnements? Et du coup, quels sont les ajustements à mettre en œuvre? Essayez autant que possible aussi d'échanger de manière régulière avec chacun de vos collaborateurs. C'est bien de faire des échanges en collectif, mais aussi de prendre le temps d'échanger de manière individuelle avec chacun d'entre eux en leur demandant les difficultés, c'est-à-dire en leur demandant le travail réel qu'ils rencontrent. Vous pouvez ensuite ajuster le travail. Alors, réajuster l'organisation du travail, les délais en fonction de la réalité du travail et des besoins du collaborateur et essayer de favoriser des temps d'échange collectifs informels, ce qui permettra de favoriser le partage, l'échange et l'entraide entre les membres de l'équipe. Et ce dernier point, il me permet de faire une transition avec la dernière dimension qui est la notion de coopération et de collectif.
Ici, les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre, c'est déjà d'essayer d'intégrer des moments d'échange informels lors des séances d'équipe. Plutôt d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet et le côté très opérationnel, quand vous faites par exemple une présentation ou une visioconférence, il peut être bien de se connecter 5 ou 2 minutes en avance. Comme ça, avant disons, le début de la séance, vous pouvez profiter de ce moment pour voilà, prendre des nouvelles, savoir comment vos collaborateurs vont, utiliser éventuellement la zone chat si vous êtes nombreux pour partager l'humeur du jour avec un smiley, faire un jeu. Voilà, vous pouvez être assez innovant après sur comment vous voulez utiliser ce temps d'échange informel, mais ce qui permettra un petit peu de recréer du lien au sein de l'équipe. Ce qui s'est fait aussi beaucoup pendant la première phase de confinement et qu'on voit aussi encore beaucoup aujourd'hui, c'est essayer de proposer des moyens, des moments dédiés uniquement aux échanges informels, en mettant par exemple en place des pauses café virtuelles où on a vu même des apéros virtuels se mettre en œuvre entre les collègues. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec votre équipe dédié uniquement à ces temps d'échange informels. Vous pouvez aussi mettre en place des challenges ou des jeux d'équipe. Nous, par exemple, dans notre équipe, pendant la première phase de confinement, on s'était lancé un challenge de réaliser 10 000 pas par jour, ce qui a permis voilà, de renouer un petit peu l'équipe, de se challenger et de se donner des nouvelles à travers cette action-là. Vous pouvez aussi mettre en place un fonctionnement en groupe ou en binôme. Donc là, ça sera dépendant de votre organisation. Si par exemple, dans vos activités, vous avez des collaborateurs qui travaillent plutôt de manière isolée, ça peut être bien de prévoir un binôme en feedback pour répondre aux éventuelles questions, partage de difficultés ou autres, simplement aussi pour du temps d'échange informel, pour maintenir aussi une certaine forme d'esprit d'équipe et d'entraide et pallier en tout cas au risque d'isolement. Et enfin, essayez autant que possible de planifier des contacts individuels réguliers avec chaque membre de votre équipe afin de leur apporter un soutien spécifique. Le collectif et les moments d'échange collectif, ils sont très importants, mais d'aller échanger avec chacun de vos collaborateurs, c'est aussi primordial pour pouvoir vraiment centrer les discussions sur le ressenti, les émotions de vos collaborateurs, sur les difficultés qui sont rencontrées, puis venir vraiment questionner ce travail réel et leur apporter le besoin et en tout cas le soutien dont ils ont besoin. Et puis alors pour conclure, avant de conclure ce webinaire, on avait une dernière question pour vous. Les bonnes pratiques présentées dans cette présentation sont-elles connues et mises en œuvre au sein de votre entreprise? Donc, vous avez la question qui s'affiche. Donc on vous laisse aussi quelques instants pour y répondre. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir regarder les réponses dans quelques instants. Donc, on voit, voilà, aussi, donc là, c'est assez aussi mitigé. Donc, on a du oui, du plutôt non. Alors, peut-être en fonction de votre fonction ou des connaissances que vous avez déjà aussi au sein de votre entreprise. Donc là, on voit que voilà, il y a certaines pratiques qui sont certainement déjà connues et mises en pratique, ce qui est déjà une très bonne chose. Voilà, donc ça, après, ce sont des messages je pense, renforcer au sein des différentes organisations. Et justement, ça me permet d'arriver aux 3 messages clés pour conclure, avant de repasser la main à Isabelle. Hop. Donc voilà, simplement les 3 messages clés. Donc le management. Je pense, merci Claire, tu as été coupée. Nous avons encore les messages clés. Je pense que tout le monde peut simplement les lire. Et c'est un bon résumé de ta présentation que je trouve optimale puisqu'elle est très pragmatique avec beaucoup de trucs, astuces et conseils qui peuvent être vraiment mis en place par les personnes qui nous entendent ou faire passer le message à leur cadre. Je vais passer à
au slide suivante. Voilà. Et là, encore un dernier outil qu'on vous propose, surtout pour cette dernière partie que Claire nous a expliqué en étant très important de garder pas seulement les échanges sur vraiment le travail, le contenu du travail, mais essayer de ne pas trop perdre tous les échanges informels. Et c'est dans ce but que Promotion Santé Suisse a développé vraiment pendant le confinement ce printemps un nouveau outil, It's Team Time. Vous pouvez visiter le site itsteamtime.ch. C'est un outil qui vous aide à garder les liens avec votre équipe. Il y a différents outils, conseils, autant qu'un test pour voir quel est votre style de télétravail, par exemple. Là, on passe aux questions. Nous vous donnons quelques minutes maintenant pour poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main, mais aussi pour pouvoir garder le temps. On vous propose de poser votre question aussi à la fin du webinaire. Claire et moi, nous allons rester en ligne encore une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Néanmoins, il y avait déjà une question dans la chat que j'ai un peu perdue. Alors, la question, c'était une préconisation sur la périodicité des échanges individuels. Point d'interrogation. Donc, je pense, Claire, tu es en mesure de pouvoir répondre. Je te laisserai prendre la parole pour pouvoir répondre à cette question. Et peut-être, entre-temps, il y aura d'autres questions qui se posent. Ou, comme je dis, on est en ligne encore 15 minutes après la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Oui, alors merci pour cette question qui est assez pertinente. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Donner une périodicité des échanges individuels, c'est, je pense, selon chacun de vos collaborateurs, justement, selon les besoins. L'idée, je pense, dans les équipes, il y a un peu tous les profils, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dans le cadre du télétravail et puis d'autres beaucoup moins. Les difficultés de chaque individu vont être différentes. Donc moi, plutôt l'idée que j'aurais envie de partager, c'est de se dire qu'en fonction des difficultés et des besoins des collaborateurs, le rythme est à adapter en fait à ça. Après, il faut un minimum d'échanges avec ses collaborateurs. Donc, c'est peut-être une fois par semaine, un temps court. Une fois par semaine, 2-3 minutes d'échange par téléphone. Merci Claire, encore pour cette précision. Je vous rappelle que ce webinaire, autant que tous les autres webinaires, vous pouvez revoir d'ici dans quelques heures. Vous aurez en ligne l'enregistrement complet de ce webinaire et puis plus ou moins au début de la semaine prochaine, il y aura la version courte de ce webinaire. Si vous êtes intéressé à nos projets, à nos programmes, à nos offres, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Vous voyez afficher le lien pour s'inscrire. Et puis, on est très à l'heure. On va conclure ce webinaire. Et on va le conclure encore avec un petit travail qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de répondre encore à 2 questions qui nous permet aussi de cibler, c'est toujours en lien avec la cible de nos offres, voir si la qualité que nous offrons, vous vous sentez à l'aise. Et puis, nous aimerions vous poser 2 questions sur le contenu du webinaire, comment vous l'évaluez, et puis si vous le recommanderiez aussi à vos collègues ou dans votre entourage. Donc, il devrait y avoir les questions qui devraient apparaître. Et voilà.
Alors, je vous rappelle, c'est des questions qui nous aident à améliorer notre offre pour vous. Et puis, vous l'avez vu déjà affiché au début, nous avons encore 2 épisodes de cette série de webinaires sur le télétravail. La prochaine est le mardi 24 novembre sur les thématiques juridiques, donc les aspects juridiques du télétravail. Et puis le dernier épisode le mardi 1er décembre avec la thématique de l'ergonomie, c'est-à-dire astuces pour l'aménagement de son poste de travail à l'écran. Ça vous permet vraiment avec cette série de 7 webinaires d'avoir pu creuser chaque thématique dans chaque webinaire. Et puis, nous espérons, c'était notre but, de pouvoir vous soutenir avec la mise en œuvre dans votre entreprise, dans votre organisation. Là, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Puis, je répète, Claire et moi, nous serons encore online jusqu'à midi pour pouvoir répondre à vos discussions. Ou bien, si vous voulez encore nous communiquer quelque chose, n'hésitez pas encore de le faire via chat ou en levant la main. Un grand merci à tout le monde d'avoir participé, aussi les personnes qui voyaient un peu moins, surtout Corinne qui nous a aidés avec la mise en œuvre de ce webinaire. Un grand merci à toi aussi. Et à la prochaine fois. Au revoir.